du coup, on va parler de Trump aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire sur Trump, mais on va angler de deux manières. On va d'abord parler de la politique internationale et après plus du national. La question qu'on se pose, qu'on va se poser globalement, c'est est-ce que Trump sait où il va, est-ce qu'il sait ce qu'il fait, ou alors est-ce qu'il prend des décisions un peu le matin en se disant tiens aujourd'hui j'annexerai bien le Groenland ou j'enverrai bien le Canada. Donc le premier sujet ça va être l'Ukraine et est-ce que les États-Unis vont être constants dans dans leur soutien à Zelensky ou alors qu'est-ce qui va bouger, comment ça va se passer? On regarde l'extrait et on en discute. Attendez, je vous mets en plein écran. Hop. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there. And I say, I want it back. And I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth. And they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid. Otherwise, we're stupid. I said to them, we have to get something. We can't continue to pay this money. En gros, ce qu'il dit, parce que t'as pas eu le début, mais il dit they may not be Russian, they may be Russian, or they may not be Russian, qui se traduit par peut-être qu'ils seront russes ou peut-être qu'ils ne le seront pas russes. Donc en gros, il dit peut-être qu'ils seront annexés par la Russie de Poutine ou peut-être qu'ils ne le seront pas. Et en gros, s'ils ne veulent pas l'être, il faut passer un deal. Et donc le deal, c'est que nous, on peut faire la paix, on peut faciliter la paix, mais il faut une contrepartie. C'est 500 millions d'hectares ou de dollars, je sais plus exactement ce qu'il a dit, bref, que je retrouve, de terres rares. Voilà. Alors, il y a plein de ça ouvre plein de questions en fait. Sur, ce la truc. première que j'aimerais te poser, c'est est-ce que c'est un changement des États-Unis par rapport à l'Ukraine? Est-ce que c'est juste, est-ce que le dire, c'est acter un changement, ou alors c'est une des, voilà, là on est dans la question du jour qui est est-ce qu'il dit des trucs comme ça, ou alors est-ce que il y a un suivi derrière? Il dit jamais des trucs comme ça en fait. D'accord. Il y a toujours une cohérence, mais on va y revenir après. Donc oui, il y a une forme de changement de la politique américaine avec l'arrivée de Trump, c'est-à-dire que sous l'administration Biden, il y avait un soutien indéfectible politique, diplomatique et militaire à Zelensky. Et avec Trump, on est rentré dans une période où, sans soutenir tout à fait Poutine, sans soutenir non plus Zelensky, il dit, il avait promis pendant la campagne électorale de faire la paix en 24 heures. Bon, on savait très bien qu'une paix ne se fait pas en 24 heures, que c'était là, il a dit 6 mois. Rodomontade. Il a dit, il se donne un calendrier de 6 mois, il me semble. Voilà, 6 mois, mais en tout cas, il est rentré dans quelque chose. Alors, c'est pas seulement, il y a lui, puis il y a aussi la situation sur le terrain. Il y a notre envoyé spécial, vous lirez les papiers dans l'Humanité bientôt, Vadim Kamenka, qui est sur place, et il revient en nous disant, des deux côtés, les sociétés sont usées. Donc, il y a aussi une situation générale des deux pays où il faut trouver une porte de sortie. Donc, Trump arrive à ce moment-là et dit, je vais aider vous à trouver une porte de sortie, mais il veut aider à trouver une porte de sortie selon ses propres intérêts à lui. D'où, en gros, il dit, Zelensky, si tu veux pas que je te lâche, je traduis de manière un peu la soprano, si tu veux pas que je te lâche, il faut me donner des terres rares. Soprano, c'est pour ça que t'as le costume d'ailleurs. Ouais, t'as vu un peu voilà, j'avais préparé le truc. Mais alors ça, d'ailleurs, c'est une constance dans Trump, c'est toujours, là, pour le coup, America First. C'est remettre, enfin, c'est ce qu'il veut faire, et c'est aussi, enfin, on va le voir aussi par rapport à Israël. Voilà, il n'y a pas de posture, il n'y a pas de position morale. C'est une position purement économique, c'est business. C'est une position d'intérêt, alors d'intérêt économique principalement. Alors, un truc sur America First, souvent c'est compris comme un retrait des États-Unis, un isolationnisme. Pas du tout ça, America First. Trump n'est pas un isolationniste, c'est un unilatéraliste. C'est-à-dire, en gros, tout ce que le monde a construit après la Seconde Guerre mondiale, l'architecture de sécurité collective, l'ONU, les agences de l'ONU, lui, il veut s'en délier parce qu'il estime que sont des boulets au pied de la puissance américaine. Et donc, il veut, je sais plus qui disait ce matin sur une radio, j'ai entendu ça, il veut instaurer la loi du plus fort. Et le plus fort, en bilatéral, c'est toujours les États-Unis. Donc, son truc, à chaque fois, c'est d'isoler les supposés adversaires ou ceux avec qui il veut faire un deal pour les mettre en difficulté et mieux négocier avec eux. C'est ce qu'il a fait sur tous les sujets, sur la migration, sur le Groenland, c'est ce qu'il tente de faire, le Panama et l'Ukraine, pareil. Il dit pas je vais aller à l'ONU porter un plan de paix. Il dit je dis à Zelensky, tu veux la paix, donne-moi des terres rares parce que ça va être bon pour l'IA, les technologies, les téléphones et au final pour les multinationales américaines. Mais alors ça, il le fait. Enfin, je suis pas spécialiste. J'ai bossé les articles que tu m'as donnés hier, mais on a l'impression qu'il instaure beaucoup ce rapport de force vis-à-vis des plus petits, parce que contrairement à
dis-moi si je me trompe, mais contrairement à une position comme celle de Obama ou Biden qui marquait quelque chose vis-à-vis de Poutine ou vis-à-vis de la Chine, et alors dans les faits peut-être moins, mais dans les paroles en tout cas, vis-à-vis de Poutine, c'était très agressif et ouvertement agressif. Lui, on a l'impression qu'il laisse peut-être un peu plus les gros prospérer et que chacun fait du business dans sa zone, ou alors comment ça se passe? Dis-moi si je me plante complètement. Si on repart sur l'idée de la loi du plus fort, la loi du plus fort est toujours comme une cour de récré. Tu vois, t'en prends toujours au plus faible. Voilà. Et après, quand tu es avec le deuxième ou le troisième plus fort, tu fais un peu gaffe à ce que tu fais. Donc, par exemple, on a vu que sur la Chine, il a décrété les droits de douane à 25% sur le Canada et le Mexique. Il a remporté la partie en 40 heures, au demeurant. Il a obtenu ce qu'il voulait. Avec la Chine, il a taxé à 10%, donc il était un peu plus prudent, parce qu'il sait qu'en retour, les droits de douane vont avoir un impact sûrement plus important sur l'économie américaine que sur l'économie chinoise. Donc, il fait un peu gaffe. Il a quand même, c'est ça, selon l'interlocuteur qu'il a en face. Mais avec la Russie, là, avec cette vidéo, enfin, ce qu'on a vu, donc il dit They may or may not be Russian one day, il fait aussi un pas vers la Russie. Ou alors c'est juste, justement, c'est plus pour mettre la pression à Zelensky, mais il n'y a aucun pas vers la Russie là-dessus. Il laisse ouvert. C'est ça, ouais, et la Russie qui est un acteur international majeur, et donc avec qui, là, il peut pas faire la technique forcément du plus costaud. Alors, il a tenté un peu pendant la campagne en disant s'il faut forcer Poutine à signer la paix, on le forcera. Là, clairement, son angle d'attaque actuellement, c'est Zelensky. Il y a quelqu'un qui dit il faut attendre, Liolo qui dit donc faut s'attendre à ce qu'on se fasse racketter et on doit rien dire. Parce que l'Europe dans tout ça, l'Europe, alors on est peut-être des grands quand on est l'Europe, mais quand on est la France, on est les petits. Du coup, est-ce que comment ça va se passer sur les droits de douane, les trucs comme ça? Est-ce que Alors, il a décrété des droits de douane aussi qui vont avoir un impact sur l'Europe. C'est toute la question de la riposte européenne qui est totalement, pour l'instant, elle est totalement désordonnée. Qui doit être coordonnée. Mais elle est totalement désordonnée. Mais Est-ce qu'elle peut être coordonnée, franchement? Parce maintenant, on a quand même 3 blocs. On a encore quelques pays de gauche en Europe, il me semble, avec le Portugal et l'Espagne, par exemple. On a comme des pays centristes qui tirent à droite, forcément, et on a l'extrême droite. Donc et on a des pays, du coup, qui vont bien s'accommoder de Trump, je suppose aussi. Oui, puis on a une commission européenne avec von der Leyen, pour l'instant, tient à rassurer Trump. À chaque provocation de Donald Trump, elle dit et elle redit que la Commission européenne et l'Union européenne travaillera sérieusement avec Trump sur le sujet. Donc, elle se garde bien. Tu vois, par exemple, le Groenland. Ouais. Alors, tu peux peut-être rappeler ce que... Ouais, alors le Groenland, c'est un territoire autonome qui appartient officiellement au Danemark et que Trump veut acheter. Alors, il veut pas l'annexer parce qu'il n'a pas dit on va aller... Annexer, c'est quelque chose de très précis, c'est-à-dire j'envoie l'armée occuper... c'est pas une opération militaire, mais c'est du business. Encore une fois, là, il est sur du business, du coup. Oui, il est sur un rapport de force diplomatique et économique. Trump a la conscience du rapport de force. C'est ce qu'est un rapport de force. Il peut apparaître complètement lunatique, fou, tout ce que vous voulez, mais nous, journalistes, on est obligés d'essayer de comprendre la cohérence de ça. On la comprend pas toujours, mais en tout cas, on est obligé d'essayer. Donc le Groenland dit, je veux annexer le Groenland. La réaction de l'Europe, parce que ça concerne un pays membre, le Danemark, pays membre. Donc normalement, l'Europe, l'Union, mais au moins la Commission. Le Groenland n'y est pas. J'ai vu ça qu'il n'était pas. Oui, mais ça concerne quand même directement un pays membre, le Danemark. Ouais. Et en gros, l'Union européenne, la Commission européenne laisse le Danemark se démerder avec ce truc. Et le Danemark dit oui, nous avons entendu la demande du président américain. Ce n'est pas possible, mais nous allons renforcer la coopération avec lui. Donc ils ont déjà, donc d'une certaine façon, Trump sur ce sujet a isolé le Danemark. Ouais. Encore une fois, toujours pareil. Tu isoles le plus faible dans un coin et tu essayes de tirer de lui le maximum. C'est ce qui s'est passé avec, encore une fois, je le répète, avec les droits de douane sur le Mexique et le Canada. Et au bout de 24 heures, la présidente mexicaine, qui est pourtant une présidente de gauche, mais qui est aussi dans le cadre d'un rapport de force donné, elle a donné des concessions à Trump en disant oui, je vais inscrire l'État sur la liste des États terroristes, oui, je vais envoyer plus de militaires à la frontière, et oui, je vais faire en sorte que les migrants, plutôt que de les bloquer à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, on va les bloquer à la frontière sud avec le Guatemala. Donc elle lui a donné gain de cause d'une certaine façon. Mais ça, justement, des gens qui font remarquer dans le chat que oui, quand il va jouer la carte de la soumission dès qu'il peut. Mais qu'est-ce qui change justement, par exemple, parce que les États-Unis, ils n'étaient pas gentils avant Trump non plus. Qu'est-ce qui change justement avec la façon
façon dont Obama ou Biden bossaient. Parce que je suppose que eux aussi cherchaient le rapport de force et surtout Bien avec les sûr. petits et à s'en tirer à bon compte. Là, c'est juste que c'est du coup plus assumé ou il y a encore une autre dimension qui est Ouais. plus agressive, Ouais, plus c'est autoritaire. une bonne question en fait sur ce qui est en train de se passer. Bon, déjà, on peut s'interroger sur la notion de rapport de force. Je vois qu'il y a une question là-dessus. La vie est rapport de force. Hmm. Le fait qu'on Tu parte nous pas parles dans sur une l'univers. émission philo là. Ouais, non, mais la vie est rapport de force. Donc Trump a compris ça. Et simplement, il fait passer, à mon avis, ce rapport de force à une autre étape. Et j'arrive pas encore à bien voir clairement. J'ai des hypothèses, mais j'arrive pas encore à bien voir clairement de quoi Ça de nous quoi il intéresse s'agit. tes hypothèses. Bah, l'hypothèse, c'est un papier que j'ai fait la semaine dernière dans l'UMA sur Gaza. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est un nouvel... Enfin, Gaza, Panama, le Groenland, est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est un nouvel Le âge Canada aussi. impérialiste? Il a dit un truc. Enfin, le Canada. Le Canada, ça me semble plus être là pour le coup du bluff. C'est plus une blague. Ouais, Quand tu dis ça va devenir le 50. Il a dit ça va devenir le 51e ouais, État des États-Unis. c'est plus du troll. En revanche, Panama, Gaza, Groenland, c'est plus sérieux. Il veut vraiment acheter le Groenland. Il veut vraiment, je pense, s'installer à Gaza et il veut vraiment que le Panama revienne sous souveraineté américaine. Et donc, on est peut-être à un stade. En fait, si tu veux, je prends 2-3 minutes pour redonner. 11 septembre 2001, Bush estime que le 11 septembre 2001, à juste titre d'ailleurs, a affaibli la puissance américaine. Et il prétend restaurer cette puissance américaine en allant faire des guerres en Afghanistan et en Irak. Ouais. Et en fait, il ne fait que démontrer qu'il perd ces deux guerres, en fait. Mhm. Les Américains ont encore perdu deux guerres, que la puissance américaine est bien en déclin relatif Ouais. à l'échelle du monde. Obama... Après, il perdait déjà des guerres au Vietnam Oui. il y a 50 ans. Du coup, Oui, mais en général, les Américains perdent souvent les guerres. Non, mais de fait. Sauf quand ils débarquent à Grenade, mais là, c'est un rapport de force vraiment entre le très puissant et le très Koweït, petit. du coup, là, c'est... Ou celle-là, dans le cadre d'une coalition. Ouais. Et donc, Obama, en gros, c'est les élites diplomatiques de sécurité nationale américaine se disent le défi stratégique posé à la puissance américaine au XXIe siècle, c'est la montée en puissance de la Chine, la puissance économique de la Chine. Donc, toutes ces guerres au Moyen-Orient ne font que nous divertir de notre objectif principal, et donc il y a ce qu'on appelle le pivot asiatique. Et donc, on recentre vers la Chine. Là, ce que Trump a continué dans son premier mandat, là, il y a une sorte de rupture avec ça. C'est-à-dire qu'en proposant de ce qu'il propose à Gaza, il redevient de fait qu'il occupe ou qu'il n'occupe pas Gaza, il redevient un acteur majeur du Moyen-Orient. Oui, il se met au centre du jeu. Ouais. Voilà. Donc, et en plus, en se passant comme le juge de paix, en disant c'est moi qui amène la paix, comme avec Zelensky. Enfin, là, il se met en avant comme ça. Oui, c'est-à-dire que là où on pensait qu'il allait recentrer la diplomatie américaine que sur la Chine, finalement, la Chine, c'est quasiment depuis 15 jours, 3 semaines. Enfin, ouais, c'est ça, on a un mois de début de mandat, quoi. Là, donc c'est pour ça qu'on en est encore qu'à des hypothèses. Mais peut-être, il y a dans mon papier la semaine dernière, je cite un universitaire français, Corentin Célin, poste sur X, en disant peut-être qu'on est à l'aube d'un nouvel âge impérialiste des États-Unis. Peut-être que Trump, qui incarne une partie des élites américaines, se disent finalement le pivot asiatique et la lutte unique face à la Chine, c'est pas ça qu'il faut faire. Et pour asseoir notre domination, il faut un peu ce que les États-Unis ont fait à la fin du 19e siècle avec le président McKinley, qui cite beaucoup d'ailleurs au demeurant. McKinley avait mené la guerre contre l'Espagne, donc avait récupéré les Philippines, Guam, Porto Rico, Cuba en partie. Et donc, qu'il ne dit pas simplement ça pour bluffer, mais qu'il ouvre un cycle où les États-Unis vont redevenir une puissance directement impérialiste dans un certain nombre d'endroits. Gaza, Panama. Ça, finalement, bon, on va pas rester trop longtemps là-dessus, mais finalement, c'est pas. Est-ce que c'est réellement une nouveauté? Oui. La volonté d'impérialisme des États-Unis. Non, ce petit retour, tu veux dire, par rapport à ce que lui, il faisait avant. Non, mais c'est de nature différente. C'est-à-dire que la volonté d'hégémonie. D'abord, moi, le mot impérialisme, c'est un débat qu'on a parfois entre nous au service international, donc il faut aussi dire les débats qu'on peut avoir. Je l'utilise très rarement, parce qu'autrement, c'est facile. Tout est impérialisme, et puis on n'y reconnaît plus, c'est petit, je trouve. Donc, il y a une volonté d'hégémonie des États-Unis, de domination des États-Unis, qui sont la principale puissance mondiale, même si on voit bien qu'ils sont moins en situation de domination qu'après la fin de la guerre froide, avec la montée en puissance de la Chine, des BRICS et compagnie. Donc, ils veulent maintenir leur hégémonie ou leur prédominance. L'impérialisme, c'est encore un peu autre chose. C'est-à-dire, c'est imposer à d'autres sa vision. C'est-à-dire qu'un disait, c'est la domination pure et simple. Là, il y a vraiment une volonté de domination. Alors qu'avant, tu as plus du soft power à la Obama ou les trucs comme ça, ou ça même que tu veux dire entre ce que fait Biden
sur Israël en donnant carte blanche à Netanyahou, donc en soutenant clairement ce qui s'est passé à Gaza, la guerre totale à Gaza, à caractère génocidaire. Et ce que fait Trump, c'est de nature différente. Et donc, il faut bien, en devenant directement un acteur, je vais directement gérer, enfin, les États-Unis qui gèrent directement Gaza. Il y a une dimension complètement assumée, peut-être par rapport à ce qui s'est fait avant, parce que l'impérialisme américain s'est toujours fait, notamment en Amérique latine, mais peut-être derrière plus des belles prétentions et tout ça, que Trump ne s'empare pas. Alors après, il y a quand même il y avait quelqu'un qui le disait, il y a le truc du prix Nobel de la paix, en se mettant un petit peu comme faiseur de paix à droite à gauche. On peut regarder un extrait justement là-dessus, ça va permettre, on reviendra sur Gaza après, parce que j'avais prévu ça comme ça, mais c'est pas grave. Alors, c'est de faire une connerie. Ouais, tiens, je l'ai vu, donc si ton casque... Oui, mais je connais ce texte. Ok, bon, voilà, on va pas regarder. Comme en 2017, nous allons développer la plus grande armée du monde. Nous mesurons notre succès non seulement par les victoires remportées sur le terrain, mais également par les guerres que nous terminerons et probablement également par les guerres que nous allons pouvoir éviter. Ça applaudit beaucoup, mais après, je crois que ça vient. Je serai vu comme un faiseur de paix, un pouvoir unificateur. Voilà comment on se souviendra de moi. Voilà, c'était vraiment ce moment-là que je voulais te montrer, parce que donc là, il y a quelqu'un qui parlait justement du truc de prix Nobel de la paix, et alors qu'il y a une petite musique qui monte dans les médias audiovisuels français, on dit, alors je sais pas s'il l'a dit lui, mais que on parle beaucoup du prix Nobel de la paix pour Trump, alors parce qu'il pour moi, enfin pas pour moi, mais ça serait vraiment le juger que sa politique, même disons qu'il arrive à faire la paix en Ukraine ou à Gaza, on le jugerait ça, la paix, j'entends une paix non durable évidemment, mais ça serait le juger seulement sur sa politique extérieure et pas du tout sur sa politique intérieure, on en reviendra après, mais où il y a enfin c'est les vannes ouvertes sur la discrimination, le harcèlement de petites communautés, que ce soit les immigrés ou les LGBT, et donc voilà, est-ce que c'est sérieux cette histoire de prix Nobel de la paix? Est-ce que si il arrivait à faire le statu quo en Ukraine, en Russie, un point à droite, un point à gauche, et que il faisait sa French Riviera à Gaza, là, ça peut l'ouvrir un prix Nobel de la paix? Non, c'est absolument pas sérieux. Enfin, il se présente comme je serais un pacificateur, un unificateur. Sa proposition, peut-être sur Gaza, quelle est la nature de sa proposition? Il l'a redit d'ailleurs hier, il a reçu le roi Abdallah de Jordanie. Ouais. Donc il a redit, nous n'allons pas acheter Gaza, nous allons prendre Gaza. Donc il y a le président d'un pays qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui propose de violer les résolutions de l'ONU, parce qu'il y a des résolutions de l'ONU, deux notamment depuis le plan de partage de 48 qui disent que c'est à la Palestine, État palestinien. Deux, il propose des crimes contre l'humanité. C'est un crime, le déplacement forcé des populations, donc le nettoyage ethnique, est considéré comme un crime contre l'humanité. Donc déjà, par rapport à son discours, mais à la limite ça c'est sa contradiction, mais qu'on donne le prix Nobel de la paix à quelqu'un qui se rendrait coupable s'il va jusqu'au bout de crimes contre l'humanité, c'est une blague. Enfin, pour moi, c'est une blague. Ouais, alors je disais ça parce que je l'ai vu là. Donc, en fait, je l'ai vu dans plusieurs plateaux. J'ai regardé une émission de ce soir pour préparer, et où il parlait de ça. Bon, et je veux dire, ça n'a pas été évacué non plus d'un revers de la main, comme si de rien n'était, parce que je pense que vu que les bilans sur les politiques peuvent être jugés de manière instantanée, on pourrait dire, ah bah voilà, bilan de 6 mois de Trump, il n'y a plus la guerre en Ukraine, il n'y a plus la guerre à Gaza, tu vois. Il n'y a plus la guerre à Gaza sur la base d'une... Bon, d'abord, le cessez-le-feu, on verra s'il y tient, mais il a été signé avant l'arrivée de Trump au pouvoir, donc on ne peut pas dire qu'il soit garant de ce... Non, mais c'est pas... voilà. C'est pas le discours que je porte du tout, j'entends la question, oui, bah, c'est une petite musique qui déraille, enfin, à mon sens, ça n'a pas de sens, ou alors c'est juste pour s'occuper un peu et pour faire de secret, des débats qui à l'heure n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, on va regarder directement ce qu'il dit sur Gaza. Hop, allez, je me trompe pas. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a du monde petit à petit. Hop, et ça, c'est une vidéo qu'on a repris hier vite fait à l'UMA. On la voit bien. Ouais. If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. And if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say
all hell is going to break out. Donc là, effectivement, on est loin du peacemaker, là. Oui, très loin, Ouais. oui. C'est pour ça le prix Nobel de la paix, oui. Ouais. Pas pacemaker, mais peacemaker, ouais. Ouais. Oui, faiseur de paix, non, Bon, bref, je repensais au truc du prix Nobel de la paix, c'est une vaste blague. Bon, enfin, on verra ça plus tard. On n'est pas là pour savoir s'il l'aura pas. Oui, bah clairement, sur Gaza, je pense que... Alors, tout à l'heure, je parlais d'hypothèses qu'on essaye d'avoir sur ce qu'il fait. Et la semaine dernière, on a pu penser que c'était juste un coup comme ça et que il passerait à autre chose. Donc, manifestement, il revient à la charge hier. Donc, ça veut dire Parce que c'était quoi la semaine dernière, tu peux nous rappeler? Quand il annonce que, lors de la conférence de presse avec Netanyahou, que les États-Unis vont directement débarquer chez la Riviera. Et puis surtout, de dire aux Gazaouis de partir. Partez, on va reconstruire votre zone de guerre bien, et puis après, on verra. Dans un deuxième temps, l'administration américaine, le secrétaire d'État Marco Rubio ont tenté de modérer en disant non, mais ils proposent de reconstruire, mais les Gazaouis pourront revenir. Hier, lors d'une conférence de presse avec le roi Abdallah de Jordanie, on lui pose la question, il dit ils ne reviendront pas. Donc la proposition de Trump, c'est de virer les Gazaouis de Gaza. Ça s'appelle un crime contre l'humanité, ça s'appelle du déplacement forcé et de l'épuration ethnique. Donc il a un plan. Je ne pense pas, c'est pas le plus probable, ce n'est pas qu'il envoie des militaires américains des GI là-bas, parce qu'il faut en envoyer, pas en envoyer 3000, il faut en envoyer des dizaines de milliers. Donc c'est de nouveau une intervention massive des forces américaines sur un théâtre extérieur. Ou alors, l'hypothèse, au Moyen-Orient, où la dernière expérience, ça s'est mal terminé pour eux. Les Américains sont sûrement pas prêts. Enfin, en plus, il a dit qu'il voulait pas redéployer des militaires, ça il le dit tout le temps. C'est sa promesse de campagne depuis, donc ce serait, mais il peut aussi trahir une promesse de campagne, ça serait pas le premier. Et puis après, il pourrait le marketer entre guillemets sur opération spéciale, peut-être quelque chose une comme opération ça, spéciale avec 100 000 militaires, c'est plus une opération spéciale. Mais parce que là, 100 000 soldats, c'est quelque chose qui serait annoncé, c'est quelque chose. Tu peux pas virer 2 millions de personnes si tu as pas minimum 100 000 soldats. Là, s'il part là-dessus, okay. Ou alors tu amorces quelque chose. En fait, je pense qu'il fait le proxy pour Netanyahou et pour la coalition d'extrême droite au pouvoir. Il va pas y aller directement. Il en assume la responsabilité politique et diplomatique, mais il va laisser faire le boulot à la coalition de Netanyahou. Ce qu'ont commencé d'ailleurs les ministres, il y a le ministre de la Défense qui a dit à l'armée de mettre en œuvre un plan, d'élaborer, de mettre en œuvre un plan de départ volontaire. Donc ça, on va commencer à dire aux Gazaouis, première étape, bon, si vous voulez, vous pouvez partir, hein, et puis dans un deuxième temps, il faudra voir, je suis pas devin. Vers l'Égypte, c'est ça? Oui, mais l'Égypte ne veut pas. Ouais. Et donc Trump redit de nouveau, l'Égypte ou la Jordanie, les deux pays ne veulent pas, donc il les menace de couper l'aide militaire, l'aide militaire et économique, dont les deux pays sont grandement dépendants. Pour l'instant, on en est là. Mais ça sert surtout, le principal gagnant de cette séquence, pour moi, c'est Netanyahou. C'est-à-dire qu'il apparaissait comme... Il avait un mandat de recherche, un mandat d'arrêt contre lui de la part de la CPI. Il est considéré qu'il ne peut pas aller dans un certain nombre de pays qui sont signataires de la CPI. C'est un peu le paria. Et tout d'un coup, il apparaît comme le type qui est un peu modéré, en disant, mais il y a un type qui est encore plus fou que moi, il veut carrément virer... Netanyahou n'a jamais proposé de virer 2,2 millions de Gazaouis de Gaza. C'est l'ultra-extrême droite, les suprémacistes juifs, les fascistes, qui proposent ça. Donc, du coup, ça recentre Netanyahou. Et Netanyahou dit, c'est pas une mauvaise idée, moi j'ai entendu ça, pourquoi pas, on va explorer. Tu penses que c'est pas une mauvaise idée? Évidemment, ça sert ses intérêts, clairement. Donc, l'hypothèse du moment, c'est celle-là. Donc, c'est sérieux. Et donc, c'est cohérent. Ça peut paraître... Et donc, quand il dit samedi, là, il y a quelque chose qui pourrait se passer, là, sur ce qu'il dit. C'est samedi, ça, il dit Saturday. Oui, parce que c'est la deuxième phase de l'accord de libération des otages. Alors, c'est la phase la plus compliquée. On le sait depuis le début, on l'a écrit. Notre spécialiste du Moyen-Orient, Pierre Barbancé, l'a écrit. C'est vraiment la phase la plus compliquée parce qu'elle va impliquer la libération d'otages et de détenus politiques, de prisonniers politiques palestiniens de haut niveau, notamment Marwan Barghouti. Et donc, le Hamas a demandé, j'ai pas tout à fait les détails, c'est pas mon secteur, moi j'ai quand même un peu suivi, un peu lu ce qu'on a écrit dans l'UMA. Le Hamas demande quelques jours supplémentaires pour ne pas tout à fait respecter le délai. Mais cet accord de cessez-le-feu... c'est ça qui a provoqué du coup sa déclaration. Le Hamas demande quelque chose supplémentaire et lui il dit non, s'ils font pas samedi, on y va quoi. Sauf que pour l'instant, si quelqu'un n'a pas respecté le cessez-le-feu, l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages, c'est Netanyahou. Et Netanyahou a continué à mener à faire mener des actions militaires
à Gaza, il y a eu 25 morts. Donc Trump aurait pu dire aussi à Netanyahou, on voit bien qu'il est jugé parti, Trump, dans cette histoire, qu'il n'est là qu'au service. On l'avait déjà vu dans ses nominations, hein, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies sont des fervents supporters de la coalition de Netanyahou. Et l'étape suivante, dans 3 semaines normalement, même temps quasiment 15 jours, Trump a dit qu'il donnerait la position des États-Unis sur la question de la Cisjordanie et de l'annexion. Donc on peut se retrouver dans 15 jours avec Trump qui dit la Cisjordanie est un territoire biblique israélien. Il va faire le grand Israël, quoi. Il va faire le grand Israël pour Netanyahou, quoi. Ça me paraît être la cohérence de sa politique jusqu'ici. Il s'est quand même passé beaucoup de choses parce que, on va passer à la politique intérieure après parce qu'il faut qu'on prenne un peu de temps. Mais ça fait du coup là, 1 mois qu'il est en poste, Trump, et on parle que de lui en politique en France, en politique internationale, on parle quasiment que de lui. Est-ce que là, à 1 mois, il a un bilan déjà? Il a un bilan de politique internationale après. Je parle pas de son premier mandat évidemment. Mais international, tu veux dire? Ouais, juste sur l'international. Est-ce que si tu devrais résumer ses premiers faits quoi, à 1 mois depuis sa nomination? Oui, le bilan, c'est continue à fissurer l'architecture de sécurité collective internationale et diplomatique née de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le multilatéralisme, il s'en fout totalement. Dans un rapport de force permanent, un unilatéralisme, je vais y arriver, avec les États-Unis d'un côté et donc, est-ce que, on n'en sait rien dans 4 ans, dans 8 ans, est-ce que les États-Unis pourront revenir de ça? Je ne sais pas. Non, je dirais pas qu'il a un bilan en l'état. Non, ok. Non. Donc là, on est sur. J'ai augmenté le son, quelqu'un demandait. Ouais. Attends, j'augmente un petit peu. Dites-nous si ça va pas. Normalement, c'est un peu augmenté. Peut-être que Christophe, tu as une voix douce et tu vas. Donc Christophe de Roubaix, le spécialiste des États-Unis à l'humanité. Qui se découvre très bien, parfait. une voix douce. Voilà, une voix douce, mais qui nous parle de trucs durs, malgré tout. Oui, donc son bilan factuel, on peut pas trop l'établir. Par contre, on peut établir volonté. Voilà, la volonté. Il donne le ton, quoi. Et tu penses que, bon, dernière question, mais tu penses que c'est tenable pas dans le sens. Est-ce qu'il va réussir à tenir ce ton? Est-ce qu'il va vouloir tenir ce ton sur tout le mandat? Il va vouloir tenir ce ton, c'est clair, bien sûr. C'est sa façon d'être. C'est une espèce de blitzkrieg permanent, à la fois intérieur avec les décrets extérieurs. Blitzkrieg, tu peux nous rappeler? Oui, c'est un mot. Guerre éclair. Voilà. La guerre éclair sur tous les fronts. Après, il y a un truc. J'essaye de dire aussi dans ce genre d'émission, de pas partager mes états d'âme, mais la façon dont j'essaye de fonctionner dans ma réflexion avant d'écrire des papiers. Il y a des tentatives, il y a des réussites. Donc là, on est dans des tentatives de. Voilà. Et la vie, elle est toujours plus compliquée, y compris le monde, le rapport de force international est plus compliqué. On n'est pas dans une situation, encore une fois, du début des années 90 où vraiment les États-Unis étaient ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, appelait l'hyperpuissance. Les États-Unis ne sont pas une hyperpuissance aujourd'hui. Ils sont la principale puissance. Parce qu'il y a la Chine. Parce qu'il y a la Chine, principalement, et les BRICS. En fait, si tu prends en termes diplomatiques, économiques, les États-Unis pèsent toujours 1/4 du PIB mondial, comme au début des années 80. Ça n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est la montée en puissance de la Chine et ce qu'on appelle le Sud global ou des BRICS. Ça ne pas tout à fait les mêmes réalités. Et en fait, le continent, ou la partie géopolitique qui paye le changement du monde, c'est l'Europe. En fait, le déclassement, c'est vraiment l'Europe qui subit le déclassement économique et d'une certaine façon aussi diplomatique. Ils sont incapables d'avoir une voix unique sur tous les sujets. Est-ce qu'on est en train de devenir un parc d'attractions pour touristes friqués du monde entier? Toute l'industrie, je vais pas faire mon Thinkerview, mais mais tu vois, l'industrie se barre. Enfin, on voit les emplois se barrent et les concurrents font sans nous. Les États-Unis, là, vraiment, ils vont. Enfin, Trump part pour faire sans nous. Voilà. Mais tu remarques que sur l'Ukraine et la Russie, qui concernent quand même un peu, ça se passe sur le continent européen, ça se passe pas au sein de l'Union européenne, ça se passe sur le continent européen. Ils sont fous des Européens, ils leur parlent même pas, ils leur disent même pas, on va mettre les Européens dans la boucle. C'est parce qu'il n'y a pas de cohérence et d'unité européenne. Si effectivement il y avait un acteur fort fédéral européen, c'est ce qui était supposé être l'Union européenne. Ouais, et on voit bien finalement que c'est traversé par des contradictions entre les pays de l'ex-bloc soviétique, notamment la Pologne, qui sont très atlantistes, très pro-américains, et l'Espagne, même la France, qui l'est un peu moins, traversé par les contradictions
internes qui font que l'Europe, alors je sais pas si ça deviendra le parc. Non, Non, mais en tout cas, non, mais c'est des trucs qui se disent. Moi, je préfère le mettre de cette façon. En fait, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un. Alors, oui, je remobilise, excusez-moi, petit bug. Il y a 10-12 ans, j'ai interviewé Philippe Golub, qui est un professeur universitaire, professeur à l'Université américaine de Paris, que j'aime beaucoup interviewer sur les questions internationales. Et d'une formule, il avait résumé le monde de demain et il avait dit les États-Unis, dans une génération, les États-Unis seront un pays post-européen. Donc ça, il parlait des évolutions démographiques des États-Unis, dans un monde post-occidental. Donc on est en train de rentrer dans un monde qui deviendra un monde post-occidental. En gros, on referme le cycle de 1492 de Christophe Colomb et de. C'est plus la fin de l'histoire là, c'est fini. Non, c'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin d'un cycle de l'histoire. Voilà, de celui-là. Et dans ce cycle-là, l'Europe est à la dérive et les États-Unis continuent avec Trump, avec Biden et Obama, c'est un peu vrai, mais avec Trump avec des aspects un peu différents, de continuer je dirais pas qu'il se raccroche aux branches parce que c'est quand même reste la principale puissance au monde, mais à maintenir une prédominance dans ce cadre-là. Ça fait pas mal réagir le truc que j'ai dit sur Thinkerview là. On fait un peu le Thinkerview à l'humain. Non, je rigole, il faut pas que je dise ça après, ça va faire des problèmes. T'es beaucoup trop sérieux pour être je suis beaucoup trop sérieux pour être Sky. D'accord. Et toi pour être un intervieweur de Thinkerview. Tu regardes Thinkerview? Absolument pas. Ah bah non. Non, voilà, il y a la modo qui me dit non, on parle pas en Thinkerview. Et prochain invité sera Emmanuel Devilliers, chef des armées. Je rigole. Alors, on va parler de la politique intérieure parce que déjà je vois des questions qui fusent, je sais pas, mais sur Musk. Est-ce qu'on commence par Musk? Parce que toi, tu voulais commencer par Musk, mais j'avais une autre question avant. Ouais, si, non, je voulais revenir sur ton article qu'on va montrer, ton article d'hier sur les juges. Parce que, donc là, on a parlé de politique internationale et il n'y a pas l'air. Bon, alors c'est vrai que j'aurais pu te poser cette question. Peut-être il n'y a pas beaucoup de grande résistance, j'ai l'impression en tout cas, à ce que prépare Trump, parce que les Européens ne parlent pas d'une seule voix. Et là, dans la politique intérieure des États-Unis, du coup, avec cet article, est-ce qu'il y a une résistance à ce que fait Trump en intérieur? Alors, pour résumer ce que fait Trump, il signe un tas de décrets. Parce que déjà, peut-être, explique-nous, je vais mal expliquer, donc explique-nous comment ça se passe quand le président il est nommé, il signe des décrets. C'est quoi ces décrets? À quoi ils servent? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, alors, réponse en 15 minutes, en 4 points et 8 sous-points. Non, c'est une question là. Alors, un peu moins de 15 minutes, si tu veux. Ouais, on va essayer. Essayer de faire simple. Trump arrive et il y a un certain nombre de choses qui doivent passer par la loi, donc par le Congrès, et d'autres qui peuvent passer par des décrets présidentiels. Donc Trump a signé une batterie de décrets présidentiels sur à peu près tous les sujets, avec, à mon sens, le sentiment et la connaissance. Quand on dit Trump, encore une fois, faut penser à Trump n'est pas tout seul dans son bureau, il a des conseillers. Oui. Il y a une fondation, un think tank qui s'appelle la Fondation Heritage, qui a fait un projet qui s'appelle le projet 2025, qui est un projet de 900 pages. C'est un peu la feuille de route de l'administration Trump. Donc on va parler du Doge. Il y a des gens qui commencent à poser des questions. On en parle juste après. On fait juste sur cet article que Christophe a écrit sur les juges et donc les décrets. Excuse-moi, oui, je te Voilà. Et donc, Trump sait très bien qu'il y a un certain nombre de décrets qui ne passeront pas la rampe de la justice, et je vais expliquer pourquoi. Mais il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui passent pour qu'il y ait déjà... donc dans l'article, je prends l'image, je ne sais pas si elle vaut ce qu'elle vaut. En fait, c'est comme un général de la Première Guerre mondiale qui lance à l'assaut de la tranchée ennemie une centaine de soldats en espérant que 2 ou 3 atteignent Donc c'est exactement ça son truc. D'accord. Donc il le sait. Mais il y a des ballons d'essai, il y a des trucs qui vont passer. Il y a des trucs qui passeront. Okay. Voilà. Et puis ça oblige tout le temps, et les 2-3 trucs qui passeront vont à chaque fois élargir un peu le périmètre du champ exécutif. En fait, l'objectif principal de Trump, c'est d'élargir le champ d'exercice de la présidence et donc de l'exécutif. Chaque président américain l'a un peu fait, y compris Obama, mais Bush d'abord, mais un peu Obama. Mais là, en gros, c'est-à-dire que le président décide et plus personne, ni le Congrès ni la justice n'ont de choses à dire. Parce qu'en fait, il s'attaque pas à la Constitution qui est sacrée, qu'on touche pas aux États-Unis. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Dis-moi si je dis n'importe quoi. Et du coup, il essaye de passer par les décrets. Et il fait passer des trucs dans les décrets qui relèvent de la Constitution. Il me semble que tu dis ça dans ton article. Tu peux nous en dire justement? Oui, alors, ce que j'essaie de retrouver c'est là où on retrouve les juges et la justice. Alors, les États-Unis sont un pays de ce qu'on appelle de loi commune, common law. Voilà. C'est-à-dire que c'est un pays où il n'y a pas
il n'y a pas de droit romain, il n'y a pas de code civil, contrairement à la France. Et donc, ce sont les décisions de justice qui créent de la jurisprudence, et la jurisprudence détermine le droit. Donc, en gros, le droit américain est déterminé au fil des décisions de justice, d'où l'importance de la justice et de la Cour suprême. Et donc, il y a un certain nombre de juges qui... donc, chaque décret est interprété par les juges au regard de la Constitution. Est-ce que c'est constitutionnel ou pas? Donc, justement, il y a quelqu'un qui dit Ouais. il s'est attaqué aussi à la Constitution, le premier amendement, en s'attaquant au droit du sol. Il me semble que tu parles de ça dans ton article, c'est ça? Oui, alors c'est pas le premier amendement, ou alors peut-être qu'on se comprend pas, mais c'est le 14e amendement. Le 14e amendement des États-Unis a été pris après la guerre de sécession, que les Américains appellent guerre civile, en 1868, et c'est un amendement clé de voûte de la politique américaine, enfin des institutions américaines, dit tous ceux qui sont nés sur le sol des États-Unis sont des citoyens américains et ont le droit à l'égale protection de la loi. En fait, évidemment, c'était pour donner un statut aux anciens esclaves qui avaient été affranchis en 1865, en disant, mais du coup, on les avait venir comme esclaves, c'était des marchandises, ce sont quel est leur statut? Les États-Unis, à ce moment-là, disent, ce sont des citoyens américains, tous ceux qui naissent. Voilà. Et donc, Donald Trump, en bon nationaliste nativiste, dit, il faut terminer avec ça, en finir avec ça. Et donc, il a pris un décret en disant... Tu en parles, je crois. Oui. Je vais essayer de le retrouver, là. Tu peux m'orienter dans ton... Je crois que c'est tout au début, parce que c'est le juge de Seattle, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un juge nommé par Ronald Reagan. À Seattle, John C. Connor avait été saisi... Vas-y, je te laisse lire, parce que moi, je lis très mal à l'oral. Avait été saisi de la validité juridique du décret présidentiel visant à mettre fin au droit du sol pour les enfants, ça c'est le décret de Trump, nés sur le sol américain de parents immigrants sans papier. Voilà. Et donc le juge... Un tel changement, un tel changement ne peut se faire qu'en modifiant la Constitution. C'est ainsi que fonctionne l'état de droit. Donc là, on est en plein dans ce que tu disais. Il tente des trucs par les décrets. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut... Il doit savoir, il est suffisamment conseillé pour savoir qu'il peut pas le faire. Mais il se dit, allez, on va essayer de faire ça par décret. Oui, mais c'est pas simplement je balance 100 pigeons et je vois qu'il y a une stratégie derrière. Et la stratégie, c'est la même que celle que le mouvement conservateur a adoptée sur le droit à l'avortement. Ils savent que ça va être bloqué par les juges, mais après, d'appel en appel, ça va remonter à la Cour suprême. Et donc, leur but ultime, c'est que tous ces sujets-là terminent sur le bureau des juges de la Cour suprême, et qu'éventuellement la Cour suprême, dont 6 juges sont conservateurs aujourd'hui, et dont 3 nommés par Trump le seul. Et celui-là dont on parle, là, il a été nommé par Reagan. Et celui-là a été nommé par Reagan. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un juge fédéral. Ouais. Et après, l'échelon au-dessus, c'est la Cour suprême. Et donc, par exemple, la Cour suprême en 73, quand je te dis que c'est la jurisprudence qui fait le droit, avait dit le droit à l'avortement est un droit constitutionnel. Bon, je te passe sur le raisonnement juridique qui mène à ça. La Cour suprême en 2022, dans un autre arrêt, dit ce droit n'est pas constitutionnel. Donc, la Cour suprême n'a pas interdit le droit à l'avortement aux États-Unis, mais a renvoyé aux États. Et donc, il essaye exactement de faire ça. Il attend une chose, il sait très bien que le juge fédéral va bloquer ça et d'autres décrets, mais ça remontera à la Cour suprême, et la Cour suprême éventuellement dira ah oui, non, pour les enfants d'immigrés sans papier, il ne peut pas y avoir de droit du sol. Et tu as ouvert une brèche dans le truc. Et après, quand tu as ouvert une brèche, tu en ouvres une deuxième. Et en fait, c'est tout l'édifice que tu veux faire exploser. La stratégie fondamentale, c'est celle-là. Merci Franck. Ouais, ça marche. Si jamais le casque ne marche pas, t'auras celui-là. Il y avait un autre exemple, et c'était sur les prisonniers trans. Oui. J'essaie de le repérer. Oui, il y a un décret pour transférer les détenus transgenres dans les prisons qui sont dans des prisons pour femmes aujourd'hui, les transférer dans des prisons pour hommes. Et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment une lubie de l'extrême droite. C'est toujours ce truc de il y a des athlètes qui oui, il a pris un décret là-dessus aussi. Transitionnent pour pouvoir battre des femmes sur leur terrain, ou alors pour violer des femmes dans les prisons. Et donc là, ça c'est vraiment il fait du pied complètement à sa base, quoi. Il dit parce que de faire ça à l'urgence dans ces 30 premiers jours de signer là-dessus, comme si c'était une politique prioritaire aux États-Unis, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir aux États-Unis, de mettre ça en avant pour dire regardez, je fais ça. Voilà. Donc est-ce que les décrets sont de cette nature les décrets, de manière générale, je vais redire un mot sur les transgenres après, mais les décrets sont aussi faits pour mobiliser et maintenir
maintenir la base Ouais, voilà, c'est ça. en ébullition. On est là-dessus, ouais. Les Trumpistes sont très contents, les électeurs Trumpistes sont très très contents de ce qui se passe. Donc là, on a parlé de 2 décrets, mais tu en as d'autres exemples. T'as peut-être pas eu le temps de Il fouiller un peu plus. y a le décret sur l'USAID qui a été bloqué Ouais. par un juge aussi. Enfin, il y a des décrets. Je crois que c'est un peu plus. Je donne la liste. Il y a quelqu'un qui dit renommer le golfe du Mexique, ça c'était dans un décret aussi. Je l'ai vu passer ce truc-là, et j'ai vu Oui, sur oui, les c'est un cartes. dé- C'est un décret c'est aussi. un Ah oui, décret donc c'est aussi, vraiment. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est plus bas en fait. Je donne la liste. Tiens, là, vas-y. Ouais, ouais. Après, ouais, non, je Oui, voulais mais c'est là, je le vois, le SAID. Ouais, l'USAID. Ensuite, il y a. Ah, attends, excuse-moi, Bon. j'ai oublié de remettre. Ouais, Ouais, les peu concepts. importe, on va perdre du temps sur. Là, j'explique le common law. En tout cas, vous pouvez retrouver l'article de Christophe. Il me semble que Mathilde a dû le mettre oui, dans voilà, le c'est chat, mais n'hésitez Voilà. pas. Pareil, le dévoilement de l'identité des membres du FBI qui ont quitté sur l'assaut du Capitole. En fait, le FBI Ah oui, a mené c'est une vrai, enquête ouais. sur l'assaut du Capitole, Ouais. et évidemment, l'administration Trump voulait rendre publique l'identité des mecs du FBI, des enquêteurs du FBI Ah qui ouais. avaient travaillé. Bon, évidemment, c'était pour les Parce qu'il désigner à voulait- la vindicte. Il voulait blanchir aussi Oui, et les par un autre assaillants, décret, et après certains ont été criminaliser graciés. les gars du FBI. Exactement. On va revenir après sur C'est le exactement FBI. Je veux dire un mot sur l'histoire de transgenre, c'est intéressant parce que alors c'est à la fois inquiétant et rassurant. Alors, j'essaie de me faire Alors comprendre. attention où tu vas là. Ouais. Parce Non, que tu commences pas là. c'est inquiétant parce qu'évidemment, quand tu te prends aux droits fondamentaux de personnes, c'est inquiétant. En même temps, le transfert de... Pourquoi ils s'en prennent aux transgenres? Ils s'en prennent aux transgenres parce qu'ils ont perdu la bataille de l'homophobie. Ah oui, je vois Voilà. le décalage de regard là-dessus. Oui. Voilà. Là. Ouais. Ils ont perdu. Dans la société américaine L'extrême- aujourd'hui, le mariage gay Je pense- est je pense accepté même par 70%. L'extrême droite de manière générale, en Occident, a perdu la bataille sur l'homophobie. Aujourd'hui, Oui. on ne peut, ils vont pas s'en prendre ouvertement aux personnes gays ou lesbiennes. Et mais ils transfèrent sur les trans. Bah là maintenant, c'est les Mais trans. bon, C'est la transphobie, la nouvelle homophobie. Mais Oui. ça veut dire on aussi... a fait pas mal de vidéos là-dessus à Ouais. l'UMA. Et on en reparlait hier lors d'une réunion. Mais c'est sympa. moyennement rassurant du coup. Mais non, c'est rassurant parce que ça veut dire que il y a aussi Il y a plus de on parlait- tolérance parlait- dans la société, On parlait de sur rapport de force tout à l'heure. Oui, c'est pas seulement que de la tolérance, c'est des droits qui sont acquis. Oui, c'est vrai, Tolérance, oui. il y a des maisons pour ça, disaient les libres penseurs belges. Mais bien, c'est un truc de boomer. Alors c'est une blague total boomer. C'est pas grave. Ça, tu t'es retenu, t'en as pas trop fait depuis le début. Ouais, j'essaie d'en faire une toutes les demi-heures, toutes les demi-heures. Non, mais ça veut dire que la société, le mouvement de la société Oui, vers je- plus je- d'ouverture oui, marque je des vois- points. Je vois ce que tu veux dire. Et- Après, est-ce que il s'en prend pas? Mais alors là, j'ai pas assez de recul et j'ai pas bossé le truc. Est-ce qu'il s'en prend pas avec plus de véhémence sur les trans que peut-être par le passé on a pu s'en prendre? Non, c'est au- pareil. C'est pareil. C'est parce que là, c'est à la- exactement la même À la chose. différence que lui, il est au pouvoir, que l'extrême droite conservatrice dans les années, allez, on va dire 80-90, qui s'en prenait aux gays, notamment dans les années SIDA, etc. Ils n'étaient pas au pouvoir. Ils foutaient le bordel dans l'opposition et du coup, bon, les lois étaient déjà là pour discriminer. Mais lui, du coup, il a un pouvoir de nuisance qui va sur la communication qui va s'accompagner de fait, du coup, Bien. comme on le voit avec le décret. Donc c'est peut-être ça. C'est très inquiétant de ce point de Ouais. vue-là, bien sûr. Non, mais il y a clairement une radicalisation de la droite américaine, du Parti républicain depuis 10-15 ans, enfin depuis 50 ans en fait, mais ça s'accélère avec Trump. Donc c'est très inquiétant. Ouais, tu vois, il y a des gens qui disent là, on peut être rassuré du RN parce que Jean-Philippe Tanguy est gay. Je ne partage pas l'apaisement. Oui, alors je crois pas non plus Christophe parle Non, d'apaisement, je parle pas de ça, mais hein. il parle d'une bataille sur un sujet qui a été un grand sujet de l'extrême droite pendant très longtemps, s'en prendre aux homosexuels. Ils ont été obligés, ils ont perdu du terrain et ils sont allés sur un autre. C'est ça que tu dis. Bon après, Ils ont compris que les droits, c'est une question de droit encore une fois, les droits aux États-Unis comme en France des homosexuels sont inattaquables parce qu'il y a une immense majorité des Français et des Américains qui y sont favorables en fait, et donc ils déplacent leur haine de l'autre vers quelque chose vers une nouvelle ligne de front. Mais ils ont abandonné celle-là, ils l'ont perdue. Après, il suffit d'un fait divers pour rouvrir plein de choses. Alors là, on va pas partir là-dessus, mais en gros, je me rappelle sur Pierre Palmade comment la question de l'homosexualité avait mené à la question de la pédocriminalité. Tu te rappelles? Les médias s'étaient emparés. On dégraisse complètement, mais s'étaient emparés de ce truc-là pour ouvrir la question de la pédocriminalité, l'accusant de pédocriminalité. Et il me semble que c'était juste basé sur le fait qu'il était gay et que c'était les médias. Oui, mais tu auras toujours des petits hoquets comme voilà, ça. c'est ça, t'as des petits, voilà, c'est ça, Mais exactement, en termes de droit, Ouais. personne aujourd'hui en France propose, ni aux États-Unis, de remettre en code le mariage gay, par exemple. Ça fait même partie de la plateforme du Parti républicain. Il n'y a pas, Ah oui, il y
a pas un mot là-dessus pour la première fois. Ah oui, Ils ont pris acte, on a perdu, mais on va mais on va mener la prochaine bataille. On fait ailleurs, qui est celle-là. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi sur l'immigration, parce que l'électorat républicain, maintenant, est fortement constitué... Ouais, moi, tu m'appelles, elle ne sait pas que je suis en ligne, attends. Est constitué de... Tu peux fermer juste l'ordi, stop, fermer. Attends, je disais quoi? L'électorat républicain, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de Mexicains qui avaient voté pour les républicains, mais... Alors, tu dis-moi si j'ai n'importe quoi, Wrong. Wrong. Chez les mecs, il y avait beaucoup d'hommes mexicains qui avaient voté. Il y en a. J'ai lu ça dans le monde diplomatique. Mais c'est pas... Dis pas que je dis que des conneries quand même. Ouais. Ah là. Tu me feras pas dire de mal de collègues. Ah bah voilà, surtout ces collègues-là. Mais attends, mais que par contre, chez les autres minorités d'Amérique latine, qui étaient donc pas les Mexicains, qui sont un peu les plus anciens aux États-Unis, ce vote n'était pas, les républicains n'avaient pas remporté le vote de ces minorités-là, et que du coup, tu avais cette fracture un peu comme, tu sais, donc les vieux immigrés qui sont arrivés, maintenant ils votent républicain, et chez les Cubains aussi, tu avais ça. Il me semble, alors si je dis n'importe quoi, dis-moi, mais moi, il me semble que j'avais vu ça, et les nouvelles minorités qui arrivaient, par contre, elles votaient pas, elles n'étaient pas encore tout à fait acquises au vote républicain. En gros, le vote républicain est toujours un vote blanc. Les blancs ont voté majoritairement pour ça c'est sûr. Les Africains-Américains ont voté massivement pour la candidate démocrate. Ouais. Les Latinos, dont 80% sont d'origine mexicaine, ont voté démocrate. Ouais. Trump a gagné quelques points parmi les Latinos, notamment parmi les hommes. Ouais. Mais la majorité... Jusqu'à 40%. Chez les hommes mexicains. Chez les hommes d'origine mexicaine. Oui, 40%. Mais il y a quand même 60%. Non, mais d'accord. Mais est-ce que si tu compares par rapport, je suppose, aux années 60 ou aux années 90 aux États-Unis, je suppose qu'on n'était pas loin de 40%. Donc en fait, ça rejoint ce que tu disais sur ils grignotent et du coup ils vont peut-être pas s'en prendre au coup classique de le Mexicain qui vient, qui fait ci, qui fait ça, et peut-être ça va décaler je dis n'importe quoi, au Nicaraguayen ou au Salvador, tu vois. Est-ce qu'il y a Non, ça va rester sur les Latinos. La focus reste là. Oui, le focus. Okay. Oui. Et ce qui tente une partie des électeurs latinos eux-mêmes, mais c'est un phénomène que beaucoup de politistes ont étudié en fait. Les immigrés qui sont intégrés disent on va fermer la porte après parce que nous on est bien intégrés et on va pas. La figure décrite du Mexicain violeur, voleur, trafiquant de drogue et compagnie, je ne suis pas celui-là. Moi, je suis un bon père de famille qui travaille et compagnie. Donc il peut y avoir des phénomènes de distanciation et donc je vote républicain pour montrer que je suis un bon latino. D'accord, ok, oui. Mais enfin bon, quand même, je le dis parce que c'est pas la première fois qu'on me dit les latinos ont voté Trump. Non, les latinos ont voté Kamala Harris. J'ai pas dit latinos, j'ai dit mexicains et ils ont pas voté massivement, mais il y a une augmentation du vote. Par contre, Trump a gagné des points parmi ces électeurs-là, mais Bush en avait déjà gagné, il était déjà à 40%. Et après, c'était reparti. Mais c'est comme aujourd'hui, l'extrême droite, du coup, peut avoir un discours plus policé sur, par exemple, à l'époque où on s'embarrassait pas, Le Pen parlait de juifs ou d'arabes, et aujourd'hui, on va parler de ces musulmans. Et puis, pas tous les musulmans, mais les musulmans qui... Tu vois, il y a c'est comme tu... En fait, c'était pour rejoindre ce que tu disais sur... On va pas parler de l'homosexualité et des LGBT de manière générale, on va parler des trans. Tu sais, c'est cette minorité-là qui pose un problème aux fascistes américains. Ouais. Bon, on va continuer parce qu'il y a 2 points que j'aimerais aborder avec toi. Je reprends mes questions. Et on va parler de Elon Musk. Elon Musk, qui a 15 ans, tout le monde voulait une Tesla, et maintenant, on en veut moins des Tesla. T'as pas de Tesla? Boycott, non, j'ai pas de voiture. T'as pas de voiture? Ah oui, t'es vraiment parisien, parce que tu vois, moi je suis banlieusard, il y a besoin d'une voiture. Oui, et Musk, du coup, alors, il y avait des questions, mais bon, on va pas rester là-dessus longtemps, mais des gens qui disaient, il est en train de perdre en business sur les Tesla, Musk. Alors, est-ce que tu t'es renseigné là-dessus? Oui, j'ai vu un article. Oui. C'est sérieux ou c'est... Non, il perd des parts, moins de 50% de ventes en Allemagne, enfin en Europe. D'accord. Donc c'est énorme. En Europe et aux États-Unis, tu sais? Non, pas trop. D'accord. Pas d'impact pour l'instant. Je voulais pas te lancer sur un sujet piège. Mais par contre, Elon Musk, est-ce que tu peux nous dire son rôle dans l'administration? Oui, alors Elon Musk n'est pas ministre, mais il est à la tête d'un département qui a été créé par un décret présidentiel, donc qui s'appelle Dodge. En gros, c'est ministère de la réforme de l'État fédéral. Alors Department of Government Efficiency, c'est ça, ouais. On appellerait ça en France réforme de l'État, efficacité. C'est pas le ministre c'est pas Gasparian là? Oui, un peu dans le même esprit, c'est ça, fonction publique et réforme de l'État. Alors,
Sur ce truc, peut-être juste un petit chapeau comme on fait dans les papiers, puis après on détaillera. Musk n'est pas là pour dépecer l'État fédéral, il est là pour le réorganiser. Ah, la réorganisation. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Ils aiment bien ça. C'est pas tout à fait pareil, tu vois. Voilà, donc Musk ne propose pas d'en finir avec l'État fédéral, mais simplement que l'État fédéral, par exemple sur la question de la conquête spatiale, et pour des raisons que tu très compréhensibles, puisqu'il est lui-même jugé parti, bah oui, il propose pas de mettre fin aux fonds fédéraux. Il propose de maintenir ces fonds fédéraux. Donc il y aura moins pour l'éducation quand ça l'intéresse pas. En revanche, pour la conquête spatiale, on va continuer les fonds fédéraux, on va même les augmenter. Il propose de les augmenter de 50%. Et même sur l'éducation, ils vont couper certains fonds. Là, ils ont commencé par des bourses. Ils disent qu'ils ont économisé déjà 1 milliard, mais ils vont augmenter la dotation sur d'autres, notamment pour les écoles privées confessionnelles et chrétiennes. Tu vois. Donc l'idée, c'est pas de fermer l'État fédéral, c'est de totalement le réorganiser, d'abord basé sur ses intérêts à lui et sa classe, la classe des milliardaires. D'ailleurs, clairement. toujours caché par le truc bureaucratie, parce que j'ai vu un extrait, j'ai oublié de le sélectionner, mais il disait, oui, vous savez combien il y a d'agences gouvernementales aux États-Unis? Il y en a plus de 400. Il fait une blague, il fait, il y en a 420, 420, c'est le truc. Voilà, il se dit, il y en a 420, est-ce qu'on a besoin d'autant? Moi, je les connais pas, c'est quoi leur nom, etc. Vous non, mais il les connaît pas aussi. En fait, il attaque la bureaucratie pour en fait démanteler l'État, mais alors pas tout l'État, et ça c'est toujours le truc avec quand on dit les libéraux ne veulent plus d'État. Non, il y a toujours une part de l'État qui veulent, bien sûr. Mais une part de l'État au service du capital et des forces de l'ordre aussi. Mais l'État, la main gauche, ils en veulent plus. C'est ça la réorganisation en fait qu'il est en train de mettre en œuvre clairement, et il le fait avec une bande d'ingénieurs sûrement surdoués de moins de 25 ans. Ah voilà, alors là, très à droite. Excellente transition, Christophe, pour cet article. Alors j'ai pris du RFI parce qu'on est corpo, mais j'ai pas vu d'article de l'UMA là-dessus. Non, j'ai pas fait. Il faut un deuxième spécialiste des États-Unis à l'humanité, c'est ça? Non, ça suffit ça. Donc, alors, jeunes, inexpérimentés et fans de Musk, les Dutch Kids à l'assaut du budget américain. Alors, tu m'avais envoyé un article du Wire là-dessus, alors qui est peut-être plus complet. Le Wire c'était en anglais, donc je me suis dit ça serait plus simple pour tout le monde de prendre un article en français. Donc les Dutch Kids, qui sont ces Dutch Kids et que font-ils et pourquoi on doit avoir peur d'eux? C'est des types que Musk est arrivé, donc ils travaillaient dans les boîtes de Musk, Tesla, SpaceX et compagnie. Donc il les a amenés, ils ont moins de 25 ans en général, ils sont des ingénieurs. Ils sont ingénieurs, certains avec un profil. Ils sont pas qu'ingénieurs, tout à fait. Ils sont quand même très à droite, tous. Ouais. Il y en a un notamment, tu m'en as parlé juste avant. Je l'ai vu dans l'article. Qui a viré pour propos fachos et raciste, ouvertement raciste, clairement. Raciste. Et d'ailleurs, le mec a dit les gars, j'étais raciste avant que ce soit cool d'être raciste, donc il l'assume. Ah oui, d'accord. Ouais. Il a été viré dans un premier temps. Il a donné sa démission quand les tweets ont été exhumés. Et puis Trump lui-même a dit non, mais il peut rester. Et donc Elon Musk l'a réintégré. Donc clairement, c'est Musk. Donc Musk, on assume aujourd'hui d'avoir. Musk fait des saluts nazis, donc il en est plus à ça près. Ok. Et donc ça, c'est je crois qu'il est nommé. Mais bon, ce petit gars sympathique, voilà leur tête, c'est des prodiges de la tech qui aussi doivent peut-être faire des saluts nazis dans leur temps libre. Et eux ont été du coup mis en charge de, comment on pourrait dire, une cellule du DOGE, du District of Government Efficiency, le truc des réductions des dépenses de l'État. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ils arrivent dans des ministères, dans des agences fédérales, ils prennent le contrôle. Qu'est-ce que tu veux dire par ils prennent le contrôle? C'est-à-dire il y a des employés en place, ils disent ça dégage? Ils deviennent administrateurs du site, des programmes, et ils sabrent. C'est ce qu'ils ont fait au ministère de l'Éducation. Ils sont arrivés, un certain nombre. Ils ont regardé, ils ont dit ça, ce programme, on s'en fout. Des programmes de recherche pédagogique, on n'a rien à taper. Hop, terminé. Et voilà. Quand tu dis des programmes, parce que là, on est sur un truc ingénieur et tout ça, mais en fait, c'est pas des programmes qui sont. Non, c'est pas des programmes algorithmiques. C'est vraiment des programmes qui visent à flécher l'argent vers des besoins. Il y a des gens qui travaillaient sur la recherche pédagogique, sur tel truc, dans l'éducation, on fait des recherches pédagogiques. Ça dégage, hop, ça dégage. Voilà. USAID, ça dégage. Et sans contrôle, parce que du coup, ces petits gamins de 25 ans, ils sont en contrôle de ce qu'ils font. Ils ont pas, ils ont à rendre des comptes à Elon Musk, mais bon, tu te doutes bien que, on se doute qu'il n'est pas là, aller au-dessus de leur épaule vu tout ce qu'il fait tout le temps. Et puis lui, en plus, il en a rien à faire. Du coup, eux, ils font ce qu'ils veulent et ils coupent dès que ça. En fait, dès qu'il y a marqué wokisme en gros dessus, pour eux, ça dégage. Ils ont une lettre de mission. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. Par exemple, toutes les politiques qu'on appelle DEI aux États-Unis, DEI, Diversity, merde, j'ai oublié, DEI, Inclusion. Il y a quelqu'un qui dit. Excuse-moi, je lisais en même temps le commentaire. Il y a quelqu'un qui dit c'est lui qui s'occupe du département nucléaire, même non le facho. Donc le gars qui a été viré et réintégré. Alors ils
ont ce niveau de... Non. Equity, oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Dr. Edwards. Diversity, Equity, Inclusion, en gros, c'est toutes les politiques anti-discrimination. Tous les programmes fédéraux, c'est-à-dire que chaque agence fédérale ou ministère avait un département DI pour favoriser la non-discrimination. Tout a été fermé. Il y a eu un décret de Trump aussi là-dessus. Et donc, on licencie des gens qui travaillaient pour la promotion de la diversité. On leur a dit, c'est terminé, vous êtes licenciés, merci, au revoir. Votre bureau est fermé, adios. Et alors là, il y a une constante quand même par rapport au décret, c'est-à-dire que c'est des trucs ostensibles qui concernent... je te libère dans moins de 20 minutes. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est toujours à l'heure. Qui concerne justement donc, tout ce qui est attrait aux droits des minorités, avec, je mets vraiment des gros guillemets, mais c'est ce que eux considèrent le wokisme, et c'est ça qui met en avant, quoi. En fait, les Dodge Kids, on les a balancés, ils ont été balancés au devant de la scène, parce que c'est pas seulement un truc d'efficacité, il y a une communication dessus, on a su... Ou alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été mis à jour, mis au jour devant tout le monde pour dire, voilà, on va mettre ces Dodge Kids, ils sont super. Non, ça c'est la presse qui a fait son boulot. D'accord. C'est la presse américaine qui a dit. Donc là, il y a plutôt une volonté de pas trop communiquer dessus. Non. Il y a un cap politique qui est donné. Musk va tailler dans tout ça. Et après, sur la façon dont ça se fait, c'est la presse qui a révélé. Parce que mais je veux dire, Trump assume tout le monde. Ça aurait pu donner un côté un peu cool, tu vois, tu mets des jeunes, start-upers. Non, parce que vu leur profil... Vu comment ça s'est fait, ça peut faire flipper un peu en disant, d'accord, en gros, le budget de l'éducation, c'est des dizaines de milliards de dollars, c'est 6 jeunes qui n'ont aucune expérience ni dans l'État, ni politique, ni dans rien, qui décident, hop, j'ouvre, je ferme surtout d'ailleurs, mais ils sont au service d'eux. D'accord. Donc les fameux Dodge Kids sur cet article du RFI, et bien prochainement un article de Christophe apparaître là-dessus. Oui, dès que j'ai terminé, je monte. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous dire sur Elon Musk avant qu'on passe on aura un petit dernier quart d'heure, on va parler des agences de sécurité intérieure. Mais alors tu vois sur Musk, il y a quand même une question, c'est pourquoi les milliardaires qui ont historiquement aux États-Unis, je parle des États-Unis, étaient en retrait de la scène politique, tout en tirant parfois des ficelles. Pourquoi se sentent-ils obligés de venir en première ligne aujourd'hui? Donc là aussi, on peut formuler des hypothèses. Il y a clairement un sentiment d'impunité. Donc on est les rois du monde, on est multimilliardaires, on va gérer ça directement. C'est good business aussi là pour lui. Mais ça l'expose. Tu vois, ça expose son business aussi. Donc je trouve qu'il y a un double mouvement. Il se met en danger. Les milliardaires en étant au front comme ça se mettent en danger, Après, il y a une dynamique. Bon, alors là, moi aussi, je suis sur les hypothèses, mais il y a une dynamique internationale qui les conforte. C'est-à-dire que les fascistes arrivent au pouvoir petit à petit un peu partout dans le monde, les autoritaires aussi. Et du coup, je veux dire, il y a plein de pays. On avait un Trump il y a 20 ans avec un Musk. Il y a plein de pays qui auraient dit c'est bon, on fait pas du business avec lui. Mais aujourd'hui, il y a plein de pays qui vont continuer à faire du business avec eux, qui n'ont rien à faire. L'Europe d'ailleurs a ravalé son chapeau sur plein de trucs. Par exemple aussi avec Meloni ou des Orban qui maintenant font partie de l'écosystème européen. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Et en plus, alors il arrive à avoir de la traction sur les Bezos, les Zuckerberg, qui derrière révèlent leur fascisme intérieur. Et puis c'est parti aussi. Musk qui dit allez c'est bon, plus de modération sur mes réseaux. Enfin, j'ai l'impression que le rapport de force évidemment le rapport de force est en sa faveur. Et en plus, au niveau du business, c'est lui qui donne le ton. Alors là, c'est là où je vais revenir à mon orthogonalité entre les orthogonale comme ça, entre les pouvoirs, les mouvements de la société. Le rapport de force politique leur est très favorable. Le rapport de force dans la société, moi je pourrais faire une heure que là-dessus, c'est une de mes marottes, ne leur est pas favorable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je sais que c'est un peu compliqué, mais il a gagné l'élection tout en étant minoritaire dans la société sur tous les grands thèmes, y compris l'avortement par exemple, ils sont minoritaires. Sur les politiques d'inclusion, ils sont minoritaires. Et donc ils exposent leur business au boycott, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les consommateurs votent avec ils achètent plus de Tesla. Ils achètent plus de Tesla. Il va y avoir des mouvements, tu vois bien aussi sur X, la question est-ce qu'on se retire de X ou pas. Il y a des gens qui commencent à se retirer. J'ai vu d'ailleurs en préparant X avait perdu, je sais pas quoi, énormément de sa valeur. Non, c'est sûr, mais est-ce que c'est pas, il joue pas le long terme aussi en disant qu'en fait c'est l'investissement du futur, parce que de la même manière que il y a 20 ans les Zuckerberg, un truc comme ça, il y a 15 ans les Zuckerberg et compagnie, ils étaient sur le libéralisme un peu cool, tu vois, de liberal washing, sur les mœurs, etc. Là, ils sentent que le vent,
l'argent aussi au niveau des consommateurs peut tourner à ce niveau-là et que finalement, bon, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu assumer ou partir là-dessus, mais qu'aujourd'hui, bon, on perd un peu quelques milliards sur les Tesla, mais on voit encore des fusées dans l'espace et puis on dicte toujours le là sur les réseaux sociaux. Et puis X, je veux dire, même en termes d'influence, n'a pas été énormément affaibli non plus, quoi. Dicte beaucoup le débat encore. Enfin, on est au début. On est au début, voilà. Donc, faudra voir comment ça. Non, mais oui, c'est se sûr développe. que, en tout cas, il y a quelqu'un qui disait, ça reste risky business, quoi. Ouais. C'est pas, effectivement, c'est pas un pari sûr, alors qu'il y a quelques années, le pari sûr, c'était de promouvoir des valeurs libérales un peu à la Benetton, quoi. Ce truc-là, tu prenais pas de risque. Et puis dans la dernière grande phase de Trump, il fait souvent référence au président McKinley, il dit nouvel âge d'or. Et l'âge d'or des États-Unis, enfin, ce que les historiens appellent l'âge d'or, c'est la fin du 19e. Et tous les grands capitalistes, les Rockefeller, les Carnegie, j'ai oublié le nom du banquier, mais ça me reviendra aussi, JP Morgan, n'ont jamais fait de politique directement. Ils avaient leur fondé de pouvoir, dont le président McKinley, qui faisait la politique à leur place. Tu t'exposes pas, tu vois, tu restes dans les coulisses et tu t'exposes pas. Donc là, je trouve que oui, c'est vrai. il y a une question, il y a un sujet auquel il faut réfléchir, et c'est peut-être pas forcément qu'une démonstration de force, ça peut être aussi une démonstration un peu un petit peu de faiblesse en disant faut qu'on aille faire le boulot nous-mêmes malgré tout, parce que En tout cas, ce qui fait consensus, je pense, chez beaucoup d'électeurs, peut-être moins sur les mœurs, mais c'est le truc sur lequel jouent ces pouvoirs-là, c'est redonner la fierté. Et ça, je pense que avec le déclin du capitalisme, les emplois, la précarité de l'emploi, la difficulté de trouver du travail dans les sociétés occidentales aussi, la pauvreté, enfin tous ces indicateurs qui montrent que ça va pas. Là, ils font un peu un pari sûr en disant on va être fort et on va vous redonner de la fierté. Après, dans les déclinaisons, évidemment, il y en a qui sont perdants dans cette façon de voir la société. Mais en tout cas, promouvoir le truc comme ça fait qu'il y a des minorités qui peuvent voter aussi de plus en plus pour Trump. Même si on va pas refaire le débat sur les latinos, mais tu vois, il y a quand même... Mais en même temps, tu exposes aussi, dans un pays où les inégalités ont retrouvé leur niveau d'il y a un siècle, tu exposes aussi en permanence, tous les jours, ta richesse, ton pouvoir, et donc tu peux aussi renforcer le sentiment anti-milliardaire. Tu vois, donc tout est dialectique dans la vie, toujours, mais bon, il y a ces deux fers là un peu au feu, il faut regarder comment ça se... Mais ça, alors là, là-dessus, ils sont malins parce que ils arrivent à faire croire presque Trump et Musk que c'est des mecs qui viennent du peuple à la base, tu vois. Oui. Ça, c'est incroyable, c'est ce truc-là de Musk, son truc, c'est quand même de dire qu'il est parti de rien, alors qu'apparemment, il vient d'une famille riche d'Afrique du Sud. Trump, c'est... Alors, lui c'est encore pire. C'est encore pire, mais il y a ce truc, tu vois, ils comprennent les gens parce qu'ils ont dû bosser pour arriver là, et puis ils disent pas qu'ils sont pauvres, mais tu vois qu'ils avaient quand même pas grand-chose. On va passer au dernier sujet. Okay. Je crois pas avoir préparé d'article là-dessus, parce que tu n'avais pas d'écrit d'article là-dessus. Encore. Il y a du retard. Je pense que tu vas louper ton dîner à midi, puis tu vas aller faire quelques premières pages pour le... Bon, mais non, c'est sur le FBI. Dans la catégorie des résistances intérieures un peu inattendues, donc on avait ceux des juges. Alors peut-être que c'est plus attendu, mais comme je pense qu'on connaît mal aussi le système américain, donc on sait mal que la résistance peut venir de là plutôt que de la société civile ou des trucs comme ça. Là, le FBI ne semble pas suivre Trump sur toute la ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe ? Oui. En fait, le FBI, comme d'autres agences fédérales, sont au service de l'État fédéral et ne sont pas au service des élus. D'accord. Voilà. C'est le cas du ministère de la Justice aussi. Et en fait... Attends, juste l'État fédéral, du coup, c'est... C'est l'État. Aux États-Unis, on dit État fédéral. C'est l'État, quoi. Aux États-Unis, on dit État fédéral parce qu'on distingue des États fédérés. Oui, voilà, les États fédérés, ce sont comme c'est un système fédéral avec les États qui ont beaucoup de pouvoir. On distingue État fédéral, État fédéré. Okay. Donc l'État fédéral, c'est notre État à nous, en fait. La fonction, donc ils ne sont pas au service de l'État. Voilà. Ils sont au service de l'État, mais ils ne sont pas au service des élus. Oui, ou du président, c'est ça. Mais bien tenté. Mais j'essaye de rester vigilant. J'essaie de te faire dire n'importe quoi. Et donc, tout le truc de l'administration Trump, c'est de transformer toutes ces agences en autant d'outils et d'organismes politiques. C'est-à-dire qu'ils veulent, là où le FBI est censé être une agence de service public, alors je sais que ça peut paraître bizarre à nos auditeurs, mais enfin, en tout cas, les agents du FBI sont des fonctionnaires américains. Il y a quelqu'un qui dit l'UMA qui défend l'État profond américain, c'est pas dans mon niveau. Alors, il ne s'agit pas de défendre, il s'agit de comprendre... Non, puis d'abord, l'État profond, ça n'existe pas. Enfin, pour moi, l'État profond, ça n'existe pas. L'État profond,
c'est une notion qui a été créée par l'extrême droite pour faire croire qu'au sein de l'administration, il y a des gens qui auraient un agenda secret pour empêcher la volonté du peuple américain à travers Donald Trump. Donc moi, je ne suis pas du tout acheteur de d'état deep state, état profond, et je ne le défends pas. Je suis là pour... Non, mais surtout sur la notion de FBI, en fait, on essaye de comprendre pourquoi le FBI va, par exemple, marcher main dans la main avec Barack Obama, qui n'est pas non plus quelqu'un qu'on va défendre à l'humain. C'est pas la question de défendre ou pas, c'est la question de quelles sont les dynamiques de travail et de résistance interne. Donc pourquoi quand c'est Obama ça marche bien et pourquoi là ils sont pas contents avec Trump? C'est plus ça la question. Parce que celui qui a été nommé à la direction du FBI, Patel, son truc c'est de démanteler le FBI. Alors là aussi il va pas le démanteler, mais en revanche il va politiser le FBI. Par exemple, une des missions qui a été donnée à Tu peux nous parler un peu de lui Patel. Avant c'est Kash Patel, c'est ça? Kash Patel, voilà. Je vais mettre sa fiche Wikipédia. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui rapidement en 2 mots? Ça fait partie de tous ces nommés par Donald Trump qui viennent clairement de des cercles d'extrême droite, souvent complotistes d'ailleurs demeurant. Et lui, son thème de campagne, si je puis dire, c'est de démanteler et de supprimer le FBI. Donc on nomme à la tête d'un organisme fédéral quelqu'un qui propose de le démanteler. Il ne pourra pas démanteler le FBI parce qu'il faudra des décisions du Congrès et compagnie, ça ne se déroulera pas. En revanche, on peut réorienter le FBI. Donc par exemple, il y a une mission donnée à des enquêteurs du FBI, donc des enquêteurs, des fonctionnaires de police, si je puis dire, si on peut considérer que c'est une police politique, d'aller voir tous ceux qui ont enquêté contre Trump, qui ont fait leur boulot. Donc on voit bien qu'il y a une tentative de transformation en instrument directement politique et partisan du FBI, qui est un instrument politique au fond toujours de l'État fédéral. Mais là, Trump va en faire sa police politique à lui. C'est un peu la différence. Alors, il va en faire ou il veut en faire? Il veut en faire. Ça, c'est possible. De la même manière que... Alors d'ailleurs, j'ai oublié, je pense, de te poser cette question sur les juges qui résistaient. De la même manière que le FBI résiste, là. Ouais, on va conclure, parce qu'après, faut aller manger. Le FBI résiste... Mais du coup, est-ce que il va pouvoir gagner ses bras de fer? Enfin, je suppose, j'aurais tendance à penser plutôt oui, mais est-ce qu'ils vont pouvoir, eux, résister? Sur le FBI, déjà. Tu rajoutes, pour répondre à ta question, il faut rajouter dans l'équation les élus dont on n'a pas parlé au Congrès, mais on n'en a pas parlé parce que pour l'instant, c'est une bande d'ectoplasme. C'est-à-dire les démocrates sont encore groggy, KO debout de leur défaite, et ils savent plus bien où ils vont. Et les républicains sont totalement alignés avec Trump. Il y a des tas de décisions qui sont prises qui relèvent du Congrès, en fait. Et le Congrès ne dit absolument rien. Ça va pas pouvoir durer parce que dans 2 ans, tu as des élections. C'est tous les 2 ans l'élection des députés aux États-Unis. Et donc, il y a des élus qui vont devoir rendre des comptes à leurs électeurs. Donc, à un moment, ça va monter en disant mais qu'est-ce que vous faites exactement? On vous a pas vu? Vous êtes mobilisé contre ça ou pas? Donc, il y a des choses qui vont commencer, des contradictions qui vont commencer à jouer. Oui, c'est les élections de mi-mandat. Et là, c'est ça le Congrès? Oui, c'est ça, mi-mandat, ouais. Et du coup, là, ils sont en campagne. Et du coup, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir se montrer, quoi. Voilà, il va falloir se montrer, il va falloir justifier auprès des électeurs. Il y a la justice en même temps. Donc là, on voit le premier truc, ils arrivent et ça, je sais pas Blitzkrieg, je sais pas, l'image, ça inonde de partout. Mais après, la vie est plus compliquée, comme toujours. Donc il y a des tentatives. Ils vont réussir, ils vont marquer des points sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'ils vont réussir à totalement reconfigurer l'ensemble de l'État fédéral, du champ d'exercice de la présidence? C'est l'enjeu. Et puis ça, là, à l'heure à laquelle on est, je peux pas répondre. Personne ne peut répondre. Bon, du coup, est-ce que le FBI, il est de gauche maintenant qu'il résiste à Trump? Non, mais non. Non, on n'est pas. On va pas écrire des articles dithyrambiques sur le FBI. Je sais pas si le FBI résiste à Trump. En tout cas, il y a des. C'est comme tu sais, l'un des principaux. Est-ce qu'il résiste pour la survie de son organisation déjà? Est-ce que c'est ça aussi l'enjeu pour le FBI? Oui, en fait, c'est de pas laisser. Ils résistent parce qu'ils ne veulent pas laisser transformer le FBI en police politique de Donald Trump. Voilà. Ils veulent pas que ce soit l'objet de Donald Trump. Donc ils résistent sont dans au ce service sens-là. de l'État, pas de l'État profond qui n'existe pas, voilà, mais l'État fédéral. Moi, oui. Voilà. Et du coup, c'est ça l'idée. Ok. Est-ce qu'il y a cette même dynamique avec la CIA ou rien à voir? Il y avait eu cette dynamique lors du premier mandat avec l'armée. L'un des principaux opposants, si je puis dire, de Donald Trump, c'était le chef d'état-major des armées, Mark Milley, qui avait notamment refusé les demandes de Trump d'envoyer les militaires lors du 6 janvier et compagnie. Et d'ailleurs, il a fait, Mark Milley a vu son accréditation officielle, parce que même s'il est à la retraite, il a une accréditation officielle, il a vu retirer son accréditation officielle parce que Trump est pas content de ce qu'il a fait. Bon. C'est le mandat de la vengeance, là. Voilà,
oui, là, c'est clairement le mandat, Là, de la vengeance, bien c'est sûr. Trump le retour à la tronçonneuse à la Milley, quoi. Là, Ouais. il y va pour tout casser, quoi. Ouais. Et donc Ouais. le FBI, il faut le prendre en fait. Alors, c'est surtout pas ici qu'on va dire que le FBI c'est super ou la CIA et Ah bon, t'aimes compagnie. pas, toi? Et même USAID d'ailleurs. Hein. Moi j'ai écrit un papier sur Oui, USAID. le USAID, de toute manière, oui, bien Ça a sûr. été un instrument de soft power et même de hard power Carrément, ouais. des États-Unis un peu partout dans le monde. Bon, donc, C'est l'agence de développement américaine à l'étranger, le Ouais. USAID. Ah ouais. Mais en même temps, il mène des programmes en Afrique, dans la contradiction des choses, qui Ouais, bien sûr. coupaient. Il y a des jeunes qui ne vont plus à l'école, il y a des jeunes qui sont plus soignés dans des centres de santé en Ouganda ou en Somalie. Enfin, il y a plein d'articles là-dessus, ce qui ne retire rien au fait que ça peut être un instrument. Et donc, il y a la question des institutions. Est-ce que Trump va réussir parce que là, du FBI et du USAID, c'est est-ce que Trump va réussir à subvertir les institutions et en fait les vider de leur substance pour en faire des institutions, non pas fédérales, non pas de l'État, mais de son parti, enfin de lui, enfin de Trumpisation. Il a Trumpisé le Parti républicain, va-t-il Trumpiser les institutions? C'est l'une des questions qui se pose. Que vous n'avez pas posé dans le chat, d'ailleurs. Ouais, je suis un peu déçu. Ouais, parce que Christophe, il y avait encore plein de trucs à dire. Mais on arrive à la fin de ce stream. Merci Christophe de Roubaix.